Bonjour. Quelques idées à retenir et à réfléchir pour les terminales SPHLP concernant les expressions de la sensibilité. Donc c'est un petit résumé des idées qu'on a visitées pendant le cours, qu'il faudrait que vous reteniez ce sont vraiment des résumés, mais surtout qu'il faudrait que vous interrogiez vraiment. Alors on a croisé la notion de cynisme avec Diogène le cynique. Diogène le cynique, donc c'est dans l'Antiquité grecque, qui condamne une société qui amène les êtres humains à nier ce qu'ils sont, à nier leur corps, à nier leur sexualité, à nier leur sensibilité. Diogène condamne une société qui amène les individus, les personnes, à avoir honte de ce qu'ils sont, honte de leur corps avec les fonctions corporelles, honte de leur sexe, honte de leurs émotions, honte de leur nature. Donc une société qui, par les conventions qu'elle impose, nous amène à nous nier nous-mêmes. Or, ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut pas être heureux si on n'accepte pas ce que l'on est. On ne peut être heureux que si on accepte ce que l'on est, ce que l'on ressent. Le problème, c'est que nous vivons dans une société, et vivre dans une société, c'est vivre sans arrêt sous le regard d'autrui. Et nous avons tellement besoin, tous autant que nous sommes, d'être soutenus par le regard d'autrui, d'être acceptés, d'être reconnus. On pourrait dire d'être aimés. Nous avons tellement tous besoin d'être soutenus, acceptés, légitimés par le regard d'autrui, que nous nous déconnectons de qui nous sommes, de notre sensibilité, pour être conformes aux attentes sociales. Et ça, c'est un piège. Parce que justement, si je nie ce que je suis, si je nie mon corps, que je le condamne comme honteux, si je nie ma sexualité, que je la ressens comme honteuse, si je nie ce que je ressens, eh bien je ne peux pas être heureux. Et je ne peux pas être moi-même. Donc voilà, condamnation par Diogène le cynique des conventions sociales qui nous amènent à nier notre authenticité. Bon, reprenez quand même toutes les réflexions qu'on a eues au sujet de ce cynisme, et notamment cette question, mais qui suis-je ? Une partie de moi, en effet, est ce que la société a fait de moi, socialisation primaire. Une partie de ce que je suis s'est construite justement sous le regard d'autrui. Simplement, peut-être que le gros danger, c'est de me déconnecter d'avec ce que je ressens au nom des conventions sociales. Bon, je ne vais pas plus loin, c'est un résumé à réfléchir. Toujours dans la même lignée, mais bien plus longtemps plus tard, Winnicott, XXe siècle, c'est un psychanalyste du XXe siècle, et la notion de faux self. Le psychanalyste Winnicott, donc au XXe siècle, va développer la notion de faux self. Pour être aimé, l'enfant s'adapte aux désirs de ses parents, aux désirs de la société. C'est normal. Mais dans certains cas, notre faux self, qui est une sorte de personnage conforme aux attentes des parents, en vient à étouffer toute notre personne, toute notre sensibilité. Cela crée un sentiment de vide, de non-sens. Les personnes, donc on développe tous un faux self, et c'est normal, c'est la part de nous qui est construite dans notre adaptation à notre société. Nous sommes des êtres de culture, c'est normal. Le problème, c'est quand le faux self envahit toute notre personnalité et en vient à nous amener à totalement nier nos émotions, à ne plus rien ressentir d'authentique en fin de compte. Le faux self, je vais faire un petit développement, je vais bégayer mais c'est pas grave. Le personnage
Le mot persona, nous sommes tous des personnages sociaux. Mais le mot persona, en latin, ça veut dire masque. Si le personnage en nous est simplement un masque qui étouffe ce que nous sommes, simplement qui masque, un masque, qui cache ce que nous sommes, si notre personnage n'est que ça, eh bien c'est un faux self, c'est un masque qui nous étouffe. Mais le mot persona, en latin, c'est un masque, mais ça vient de persona, c'est-à-dire c'est le masque qui laisse passer le son, qui laisse passer le son de l'être. Et donc le persona, le masque ou le personnage, ce que nous sommes et qui en fin de compte, c'est vrai, construit dans notre adaptation à notre société, le personnage peut ne pas seulement être un masque qui masque, un masque qui étouffe. Le personnage, le persona, peut être ce qui laisse passer le son de l'être que nous sommes. Et dans ce cas-là, c'est un masque qui ne cache pas. C'est un masque qui laisse passer l'être. Eh bien, dans la pathologie du faux self de Winnicott, notre personnage étouffe totalement le son, le véritable être que nous sommes, ce que nous ressentons, etc. Donc Winnicott va identifier une pathologie qu'il appelle le faux self, qui vient du fait que par une suradaptation aux attentes sociales, parentales, eh bien l'enfant, puis l'adulte, en vient à étouffer le son de son être, à étouffer totalement sa sensibilité. Et donc ça crée des personnes qui sont suradaptées, qui souvent réussissent assez bien en société, mais qui ont au fond d'elles un sentiment vraiment de vide, de non-sens, ce qui peut créer évidemment des dépressions très très graves. Voilà. Voyez que cette notion de faux self est en résonance avec ce que Diogène développait déjà dans l'Antiquité grecque. On a croisé aussi la philosophie de Bergson début du XXe siècle, avec cette idée que dans la vie quotidienne, nous ne sommes pas réellement attentifs au monde et attentifs à nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que dans la vie quotidienne, il faut agir, il faut s'adapter, il faut survivre. Et pour cela, dans notre monde, ce que nous percevons du monde, ce n'est pas la totalité du réel. Nous percevons du monde ce qui est utile à notre action, à notre interaction avec les autres. Et donc notre perception du monde est réduite à sa valeur d'usage. Nous ne percevons pas la réalité dans sa totalité et nous ne percevons pas notre propre réalité dans son entièreté, dans sa richesse, dans sa profondeur. Nous nous réduisons la plupart du temps à ce qui est utile socialement pour survivre, pour être en interaction, pour être adapté. Donc nous percevons le monde et nous-mêmes de manière réductrice. Nous réduisons le monde et nous-mêmes à sa valeur d'usage, c'est-à-dire à ce qui est utile à notre action. Nous nous bornons à poser des étiquettes, c'est-à-dire des mots, sur les êtres. Nous nommons les choses. Nous nommons ce que nous ressentons et, en fin de compte, au lieu d'être vraiment attentif au réel autour de nous, au réel de ce que nous ressentons, mais au bout du compte c'est la même chose, eh bien nous simplifions les choses. Et du coup, nous nous aveuglons par rapport à l'intimité, à la profondeur, à la richesse du réel et de notre propre réel. Nous nous bornons à poser des étiquettes, des mots sur les êtres, et aussi à poser des étiquettes sur ce que nous ressentons, sur nous-mêmes. Par exemple, nous nous contentons de dire « ouais, aujourd'hui je suis fatigué, ouais, aujourd'hui je suis content, ouais, moi je suis paresseux, moi je suis quelqu'un de gentil ». Mais tout ça, c'est des étiquettes qui font l'impasse sur la richesse de ce que nous sommes, sur la richesse et l'énigme
de qui nous sommes, sur la richesse, la profondeur, la complexité de ce que nous ressentons. En fait, nous dit Bergson, nous vivons dans une zone mitoyenne entre nous et le monde, nous et nous-mêmes. Nous vivons dans une zone mitoyenne qui est le langage, ce que nous disons de nous-mêmes, qui souvent est une extrême simplification qui nous cache la profondeur. Encore une fois, c'est un résumé que j'improvise, bien qu'il y ait des choses écrites, mais pour les petites broderies, je les improvise, en bégayant un peu, mais ce n'est pas grave, parce que l'important, encore une fois, c'est que ce que je dis vous permette de réfléchir. Nous avons aussi, toujours avec Bergson, et puis aussi en parlant de Duchamp, nous avons parlé de l'art, dont le rôle serait de nous reconnecter avec le réel qui nous entoure, mais aussi avec le réel de notre propre être et de notre sensibilité. Dans l'art, en fin de compte, il ne s'agit plus d'agir, de nous adapter. Dans l'art, il n'y a pas d'utilité matérielle de l'art. Donc, dans l'art, que je crée une œuvre d'art ou que je sois dans une contemplation, une écoute d'une œuvre d'art, il ne s'agit plus d'agir, mais de ressentir. Le rôle de l'art serait de nous permettre de reprendre contact avec nos sensations, nos émotions, nos sentiments, dans toute leur complexité, leur richesse, leur singularité. Arrêter de poser des étiquettes simplificatrices et utiles. Dans l'art, il n'y a pas d'utilité. C'est l'extrême utilité de l'inutile pour l'humain. Parce que justement, dans l'inutile, nous pouvons avoir une perception beaucoup plus riche du réel et de nous-mêmes. Mais les deux ne sont pas séparés, puisque le réel, nous l'appréhendons à partir de nous-mêmes, à partir de notre propre subjectivité. Donc l'art nous permettrait de porter une véritable attention au réel, à qui nous sommes, à son énigme. Peut-être de savoir, poser enfin cette affirmation « je ne sais pas qui je suis ». J'arrête de mettre des étiquettes et ce que je ressens, j'y porte une attention sans le réduire. Enfin, l'art nous permet de nous porter à nous-mêmes une véritable attention, chose que nous ne faisons pas dans notre quotidien. En fin de compte, nous passons à côté de nous-mêmes la plupart du temps. Eh bien, l'art nous permet, ne serait-ce que quelques moments, d'être centrés sur qui nous sommes. Nous avons aussi rencontré la notion d'inconscient psychique freudien. Alors attention, cette notion d'inconscient n'est pas si simple que ça. La notion d'inconscient n'a pas été inventée par Freud, on la trouve déjà dans l'Antiquité, mais peut-être pas dans le sens qu'elle va avoir pour Freud d'inconscient psychologique. Il y a plusieurs inconscients freudiens puisque les thèses de Freud ont été modifiées tout au long de son histoire, mais là on va simplifier. Freud va émettre l'hypothèse d'un inconscient psychique. Il y aurait en nous un mécanisme de refoulement qui empêcherait l'accès à la conscience de toutes les représentations, les désirs, les pensées, les affects. Les affects, c'est ce qui nous affecte, ce que nous ressentons. De toutes les représentations, désirs, pensées, affects qui pourraient déstabiliser notre équilibre psychique pour une raison ou pour une autre. La raison le plus souvent, ce serait que ces représentations, ces affects seraient condamnés par ce que Freud appelle le surmoi, qui peut être l'origine de ce qu'on pourrait appeler la conscience morale sociale. Le surmoi, c'est l'intériorisation des interdits sociaux, des valeurs éducatives. Donc Freud émet l'idée d'un refoulement qui empêche l'accès à la conscience de tout ce qui pourrait poser problème parce que ça rentrerait en conflit
avec notre surmoi, c'est-à-dire ce qui en nous est le produit de l'intériorisation des valeurs des interdits sociaux. En conséquence de ce refoulement, ce que nous dit Freud, c'est que ce que nous pensons ressentir consciemment n'est souvent que le déguisement de nos véritables ressentis qui sont inconscients. Le moi n'est pas maître dans sa propre demeure, c'est-à-dire que ce que je ressens en vérité, eh bien, n'est pas conscient, il est refoulé. Et pour s'exprimer, il se déguise en ressentis qui sont socialement acceptables, qui ne rentreront pas en conflit avec notre surmoi. Donc ce que nous ressentons consciemment n'est peut-être pas la vérité de ce que nous ressentons qui est inconsciente. Autrement dit, on pourrait dire que pour Freud, souvent, le sentiment ment, du verbe mentir. Le sentiment ment, parce que la véritable chose que nous ressentons est enfouie dans notre inconscient. Et ce que nous pensons ressentir, éprouver, ne serait souvent que le déguisement socialement acceptable de ce qui se passe véritablement dans notre subjectivité. Donc même notre propre sensibilité nous échappe, nous dit Freud. Nous pensons nous connaître nos motivations, nos ressentis. Évidemment, c'est moi qui ressens ça, donc je sais ce que je ressens. Eh bien pour Freud, le sentiment ment. C'est une illusion. Je est un autre. Ce que je suis, le véritable je, c'est pas ce que je pense être. C'est inscrit dans l'inconscient et c'est très complexe. Ça vient de toutes les mémoires personnelles, familiales, peut-être même culturelles. Il y a toute une complexité de ce que je suis qui échappe à ce que je pense être, qui échappe à ma conscience.